tout le monde de voir les visages. Le replay et les supports seront partagés. On va vous demander également de couper votre micro si vous ne prenez pas la parole. Donc la caméra, vous la mettez ou non. Vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment et nous y répondrons lors de temps dédiés. Il y aura aussi des temps où vous pourrez prendre la parole si vous le souhaitez. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le déroulement de la réunion et je propose de passer la parole à Rachel Shermain, qui est la directrice de l'Alliance HQE. Oui, merci Gwen et bonjour à tous. Donc, quelques mots sur l'Alliance et sur les raisons pour lesquelles nous avions souhaité rejoindre ce projet. L'Alliance HQE-GBC est une association reconnue d'utilité publique qui réunit les professionnels de la construction, de l'aménagement et des infrastructures durables qui œuvrent ensemble à l'amélioration de la performance environnementale du cadre bâti selon une démarche multicritère. Et pour répondre à ces objectifs, l'Alliance HQE-GBC mène ou participe régulièrement à des travaux de recherche avec un certain nombre de partenaires. Et donc, l'Alliance a souhaité rejoindre ce projet E2IC, donc évaluation environnementale des impacts chantiers, aux côtés du CSTB, de Bouygues Bâtiment Île-de-France, du CEDRE, et avec le soutien financier de l'ADEME, que nous remercions en effet. Quand on parle d'empreinte environnementale des bâtiments, on considère en priorité les produits, les matériaux, puisque c'est ce qui pèse le plus lourd, et c'est sur ces sujets que la CV est le plus avancée aujourd'hui. Mais plus le poids carbone des produits et matériaux va baisser, plus la contribution de la phase chantier va peser lourd avec ses consommations d'énergie, d'eau, les terres déplacées, l'organisation des flux, les choix logistiques. Et donc c'est précisément le point de départ de ce projet, qui a été conçu comme un travail de recherche appliquée pour combler un double déficit, à la fois un déficit méthodologique et un déficit de données sur cette phase chantier. L'enjeu n'était pas d'ajouter évidemment une contrainte de plus, mais bien de donner prise à l'action. Si on veut piloter, il faut pouvoir quantifier, comparer et arbitrer les choix. Le contexte réglementaire a accéléré aussi la nécessité d'agir puisque la RE 2020 a ouvert la porte à la prise en compte du chantier, mais de manière encore simplifiée. Donc, il était important de pouvoir essayer de préciser cette phase chantier. Et dans le même temps, le diagnostic PEMD, la REP également, ont fait évoluer les pratiques et les nomenclatures en rénovation des constructions. Et dans l'ensemble de ce projet, du début à la fin, la posture de recherche a été assumée. On a travaillé avec pragmatisme, en co-construction avec les acteurs. Et donc, il a fallu arbitrer entre précision scientifique, disponibilité des données et simplicité d'usage. Accepter aussi certaines limites, puisque tout ne sera pas couvert, en tout cas pas tout de suite. Et il a fallu également qu'on puisse apporter des garanties en termes d'anonymisation, de respect des usages des contributeurs pour que le partage des données serve l'intérêt collectif sans pour autant exposer les projets. Voilà ce que je pouvais dire concernant l'Alliance HQE. Merci beaucoup, Rachel. Et puis, alors ensuite, c'est Romain Bonnet de Bouygues Construction Île-de-France qui va présenter un petit peu leur position. Eh bien, bonjour à tous et merci pour ce message d'introduction qui est déjà très complet et c'était pas coordonné, mais j'avais une partie des éléments qui sont très liés et en commun avec ce qui a déjà été décrit. Là, spécifiquement pour Bouygues Bâtiment France, un sujet de recherche qui vise à améliorer la précision, l'exhaustivité de l'impact environnemental de la phase chantier est évidemment très important et fondamental. C'est vraiment le cœur de nos activités. Si on réfléchit cycle de vie complet d'un bâtiment, évidemment, ça va être les matériaux et la performance énergétique d'un ouvrage qui va entraîner le plus d'impact. Et la phase chantier est excessivement minimisée, ou faible au milieu de tout ça. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, dans ces méthodologies-là, on utilisait plutôt des ratios, des ordres de grandeur
sans y prêter vraiment d'attention. Mais nous, à côté de ça, une entreprise comme la nôtre, on a aussi un pilotage de l'impact carbone via les bilans carbone et typiquement, on est enregistré auprès de la SBT pour une trajectoire de réduction et nos scopes 1 et 2 qui sont donc liés à nos consommations d'énergie principalement, ont un objectif de réduction et un pilotage et un suivi assez fin et exhaustif de tout ça est important. Ça, c'est un premier contexte. Donc, on est toujours intéressé de pouvoir suivre et travailler sur ces types de méthodologies qui s'intéressent spécifiquement au chantier. Et après, il y a aussi toute la dimension PEMD qui prend évidemment une importance qui prend de plus en plus d'importance. Il y a tout un sujet autour de type de ressources qu'on utilise, l'économie, la sobriété de nos consommations de matières premières, et également donc des travaux qui visent à mieux caractériser, tracer, suivre et avoir de la data, hein. De toute façon, tous ces sujets-là, il y a toujours un cœur de sujet de data, nous semble excessivement important et donc on était très volontaire pour participer à ce projet-là, qui a donc, comme ça a été dit, deux dimensions. Un sur la partie méthodologique pour bien identifier, segmenter, caractériser les différents éléments importants et avoir les bons facteurs d'émission si on veut après traduire ça en impact sur l'environnement. Il y a après un sujet d'outils. Donc, normalement, il faut mettre des outils à disposition de la filière pour pouvoir progresser, avancer. Parce que ce qui existe aujourd'hui dans les outils d'ACV bâtiment reste encore très simple, puisque c'est ce qui est défini dans la RE2020, qui avait une ambition limitée sur la partie chantier par manque de données, de méthodologie. Et il y a un troisième volet qui va être maintenant la capitalisation, réussir à accumuler de la donnée. Et c'est vrai que là, l'ensemble de la filière doit jouer le jeu et devrait travailler à utiliser l'outil, compiler une base de données pour améliorer les ratios, les statistiques, les tendances, comprendre s'il y a des choses qui avaient été sous-évaluées ou oubliées, on va dire. Et ça, c'est vraiment un travail important à faire parce qu'on a contribué au projet avec nos jeux de données qui étaient, hélas, pas forcément aussi exhaustif et complet qu'on aurait souhaité, parce que des chantiers qui suivent l'intégralité de tous les paramètres qu'on souhaitait suivre du début jusqu'à la fin, au final, il y en a quand même très peu. On a beaucoup de chantiers qui étaient en cours et qui avaient donc des suivis fins, mais qui n'avaient pas l'intégralité des données. Donc, ça faisait des jeux de données incomplets. Et après, on a même réalisé que certaines données ou certaines sources de données n'étaient pas toujours de très grande qualité. Et donc, il y a tout un travail aussi interne d'amélioration de tout ça. Donc, vraiment, ce projet, il touchait à toutes ces dimensions-là. Il y a eu un énorme travail méthodologique côté CSTB. Et après, nous, en tant qu'acteurs opérationnels, on a essayé de fournir un avis sur l'opérationnalité de tout ça et fournir des données, hein, parce qu'on est à la source. Mais encore une fois, ça reste limité. Il faut plus de monde maintenant. Je pense que ça va être un des messages qui sera redit en cours de la présentation. Donc, en tout cas, j'espère que la présentation de ces travaux va vous intéresser et n'hésitez pas après si vous avez des questions à la suite. Et je passe la parole. Merci beaucoup, Romain. On accueille maintenant Mathieu Iblot, délégué général au CEDRE. Oui, merci Gwen. Bonjour à tous. Donc, je représente moi un collectif d'entreprises de déconstruction, hein, puisque nous sommes un syndicat professionnel. Nos entreprises, elles sont 350 sur l'ensemble du territoire national. Elles interviennent bien sûr des phases de chantier depuis la dépollution des bâtiments, c'est-à-dire de retirer toutes les substances dangereuses qui peuvent être présentes avant toute réhabilitation ou déconstruction des ouvrages. Et puis donc elles vont pour y parvenir être sur des phases de curage et puis ensuite donc de déconstruction partielle ou totale. Donc pour nous, le chantier est extrêmement important dans toutes ces composantes. Et à la différence en fait des chantiers de construction, on n'a quasiment pas en fait de cadre d'évaluation de ces impacts en termes de méthodologie commune, partagée. Alors que, tel on a pu l'évoquer là juste avant, la gestion en fait des ressources, la gestion des déchets, pour nos entreprises est vraiment primordiale, hein. On est à, à traiter, à générer plus de 80% en fait des déchets du secteur du bâtiment. Donc c'est pour ça que cette approche pour nous était vraiment importante pour trouver ce cadre commun,
travailler sur cette donnée qui est en effet précieuse pour cette évaluation vraiment de bout en bout. On a des politiques publiques aussi, de toute façon, qui nous demandent d'aller dans cette voie-là, à bien évaluer ses impacts. On le verra par la suite. Si la gestion des déchets est naturellement très importante, il est de plus en plus demandé, même si c'était déjà fait auparavant, mais on a des politiques publiques aussi sur la question du réemploi qui demandent d'aller encore plus loin, c'est tout à fait normal. Donc pour cette raison, ce projet a une grande importance en fait pour nos entreprises, en tout cas collectivement pour notre syndicat, de trouver en fait ce cadre partagé et de pouvoir alimenter avec le maximum de données disponibles. Donc je me réjouis aujourd'hui d'être à ce stade du projet, de vous le partager là ce matin. Et puis je suis naturellement disponible aussi pour répondre à vos questions à l'issue de cette présentation et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Mathieu. On va passer maintenant à la présentation du projet. Et là, je passe la parole au CSTB qui va dérouler toute la présentation. Et Maryse, c'est à toi. Merci Gwen. Du coup, Maryse Lemerdy, je suis chef de projet au CSTB et notamment sur le projet évaluation environnementale des impacts chantiers. Je vais représenter le contexte du projet d'un point de vue méthodologique, les différentes étapes qui ont été prévues, comment est-ce qu'on a dû finalement les faire évoluer. Pour ça, je serai accompagnée de quelques-uns de mes collègues qui pourront se présenter à leur tour juste après. Donc, pour venir vraiment au contexte du projet E2IC. Comme cela a été dit précédemment, tout est parti du contexte actuel de la RE 2020 qui s'adresse aux opérations de construction neuve et notamment sur le contributeur chantier où on voit qu'on peut finalement évaluer l'impact de son opération sur la partie énergie, eau, terre, composants. Mais en tout cas, pour les 3 premiers, il existe une méthode détaillée qui est assez peu exploitée et une méthode simplifiée qui est est assez grossière sur certains aspects et donc ça peut être difficile de distinguer des projets qui seraient plus vertueux que d'autres sur les quelques paramètres qui sont utilisés pour le calcul au sein de la méthode simplifiée. Donc, il y a matière à essayer de faire progresser ces méthodes, de les améliorer. Et par contre, dans le cadre d'opérations de rénovation ou de déconstruction, là, il n'y a pas de cadre aujourd'hui d'évaluation de l'impact environnemental. Donc, ça pouvait être une brique de réflexion pour faire évoluer la RE 2020, notamment sur un critère de gestion des PEMD, donc aussi bien des déchets que des produits qui sont plutôt destinés au réemploi. C'est donc dans cet esprit que le projet E2IC a été conçu initialement, avec l'ambition de s'adresser aux opérations de construction, de rénovation et de déconstruction, alors potentiellement sur des modules différents. Et parmi les objectifs qui avaient été identifiés, il y avait le fait de renforcer la fiabilité du contributeur chantier en affinant les méthodes qui sont utilisées par ce contributeur chantier. Le fait d'intégrer la gestion donc, des PEMD pour les opérations de déconstruction et de rénovation et de concevoir un outil qui permet d'estimer ces impacts environnementaux qui serait assez facile d'utilisation et qui serait structuré à partir de données de terrain. Donc, il y avait un travail statistique et de développement de méthodes de calcul renforcées qui étaient à mener en parallèle. Ces données de terrain, ça peut notamment donner lieu à des valeurs par défaut. Et si je suis une opération de construction qui n'a pas l'exhaustivité des informations, alors peut-être que je peux faire appel à une valeur par défaut d'opération qui ressemble à la mienne, qui est issue d'un travail statistique qui a été réalisé dans le cadre du projet. Voilà. Ça, c'était pour l'ambition de départ. On va voir au fur et à mesure à quel point est-ce qu'on a pu la réaliser.
plus précisément sur l'outil de calcul E2IC qui a été développé, que je vous montrerai après, l'ambition initiale, là, était d'offrir un outil volontaire, gratuit, d'évaluation des impacts qui sont associés à la phase chantier. C'est un outil de recherche, donc il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent rester à affiner, mais qui pourrait s'adresser en fait à plusieurs corps de métier travaillant sur le chantier. Donc, ça doit rester assez simple et assez intuitif dans l'utilisation. Donc, pour renforcer la méthode de calcul simplifié, pour aller préciser l'impact d'une meilleure gestion des PEMD et y intégrer des valeurs par défaut auxquelles certains champs feraient appel. Donc, voilà, si vous ne remplissez pas certains champs de l'outil, ça va appeler une valeur par défaut. Et donc pour ce faire, le programme de travail a été structuré de la façon suivante. Il y a eu tout un premier lot en janvier jusqu'à l'été 2023, où le but était d'identifier un certain nombre d'indicateurs à suivre et à analyser, à faire analyser par des opérations dites pilotes. En fait, c'était regarder ce qui existe aujourd'hui dans les méthodes de calcul existantes et qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher de plus. Donc, je pourrais y revenir un petit peu tout à l'heure, mais à partir de là, on pouvait aussi imaginer des recommandations sur voilà, des bonnes pratiques qu'on avait pu observer sur les chantiers pilotes et qui pourraient être reprises plus généralement. Ça nous a permis de dresser finalement le cahier des charges pour lancer un appel à projet test qui était le test HQE performance et Gwen en parlera juste après. Mais déjà sur cette première étape, finalement, dans le cadre actuel de la RE 2020, on va s'intéresser au nombre de mois, par exemple, où une grue est restée en place. Est-ce que ce sont des mois d'été ou des mois d'hiver? Parmi les critères supplémentaires qu'on pouvait aller rechercher, c'était par exemple, est-ce qu'il y avait des compteurs séparés pour suivre les consommations d'énergie entre le chantier et la basie? Est-ce qu'il y a eu d'autres façons de comptabiliser la consommation de carburant? Est-ce qu'il y a eu des pratiques un peu innovantes autour de la gestion des terres? Et pour la partie donc sur la gestion des PEMD, tous ces paramètres finalement étaient à inventer et à construire, et ça s'est fait lors de cette étape. Après ce premier lot, il y a eu une phase un comité de suivi où on a finalement sélectionné et affiné la liste des questions que l'on allait poser à ces projets pilotes. Ce qui a fait l'objet donc du lot 2, avec le suivi, une collecte de données auprès d'un certain nombre de chantiers pilotes, où le but était d'observer les différents impacts qu'ils nous remontaient et essayer de faire donc un travail statistique issu de ces différentes informations. Puis venait le lot 3, qui correspondait plus au développement de l'outil qui était issu de tout ce travail d'analyse et de travail sur les méthodes, avec deux modules. D'un côté, un module qui s'adresse plus à la phase chantier, construction, et un deuxième module qui s'intéresse plus à la partie gestion des PEMD sur les opérations de rénovation et de déconstruction. Voilà, c'est quelque chose qui a été testé au mois de septembre. On a pu consolider les fonctionnalités de l'outil grâce aux différents retours qui nous ont été faits. Et donc, lors de cette réunion, on va aussi en profiter pour faire un petit aperçu de qu'est-ce qu'on a pu renforcer ou qu'est-ce qui reste encore à améliorer à l'avenir sur cet outil de recherche. Et puis, je passe très rapidement sur les lots 4 et 5, qui étaient plutôt du pilotage, de l'animation, de la diffusion des connaissances, donc comme aujourd'hui. Ce qui nous fait finalement la frise suivante, un lancement de projet en janvier 2023, quelques comités de suivi tout au long du temps pour consolider avec vous l'ambition et éventuellement porter quelques arbitrages sur le projet, avec le lancement du test HQE Performance donc entre novembre 2023 pour une fin en mai 2025. Et donc aujourd'hui, finalement pas en décembre, mais plutôt en novembre, la réunion de clôture du projet qui donc a capitalisé sur la réunion de lancement du bêta-test de l'outil E2IC. Mais je laisse peut-être Gwen dire quelques mots du test HQE Performance Impact Chantier. Oui, très brièvement. Donc, Maryse vous disait, l'idée du test, c'était d'aller recueillir les indicateurs qu'on avait pu flécher dans une première phase
l'appel à test a été lancé le 3 octobre 2023 avec normalement une clôture de l'appel à test début 2024. Donc, ça a été fait par communiqué de presse. On a lancé pas mal d'actions de communication et d'emailing ciblés à ce moment-là. On a également mis en place une communauté LinkedIn et réalisé une réunion d'information. On s'est vite rendu compte que on n'avait pas un retour euh, suffisant des opérations test. Et pour ça, on a allongé la durée de l'appel à test, c'est-à-dire qu'il s'est effectué presque jusqu'à la clôture du test HQE Performance en lui-même, dans le but d'essayer de récupérer plus de chantiers, de recruter plus de chantiers. 16 chantiers ont été recrutés sur la durée du test. Vous avez les typologies, enfin les types de travaux représentés dans le tableau. Mais au final, sur ces 16 chantiers, seulement quelques-uns d'entre eux ont pu nous faire de retour. On a eu beaucoup de pertes en ligne. Soit les dates de livraison étaient après la clôture du test et donc dans ces cas-là, c'était compliqué d'avoir de la donnée complète. Des retards aussi de démarrage de chantier, des abandons également pour surcharge de travail ou de l'absence de réponse. Tout ça a fait que euh, on a un petit peu revu notre manière d'appréhender l'outil plutôt que de se positionner sur un pool de données issu de ces projets pilotes. Ben, il a fallu revoir la copie et je pense que Maryse va revenir dessus un petit peu plus. Oui, ça me permet juste de faire un petit rappel à ce que disait Romain tout à l'heure du côté de Bouygues. En fait, on avait donc la chance d'avoir parmi nos partenaires des professionnels du chantier, donc on a pu remonter aussi des informations et capitaliser sur un certain nombre de chantiers qui avaient été réalisés par Bouygues. Romain le disait tout à l'heure, c'était aussi des chantiers qui avaient été réalisés, qui n'avaient pas été réalisés dans le cadre du test en fait, HQE Performance. Donc les critères de sélection ne correspondaient pas forcément, ce qui fait que certains chantiers correspondaient bien aux typologies qu'on avait besoin d'analyser et d'observer, d'autres moins. Et après, parmi ceux donc qu'on avait pu sélectionner, on avait un peu un patchwork d'informations. Donc, quelquefois, il était possible de commencer à travailler sur certains paramètres, certaines consommations, de regarder ce qu'il en ressortait et peut-être moins sur d'autres. Mais tout à l'heure, on pourra vous expliquer aussi bien sur la partie construction neuve que sur la partie rénovation, gestion des déchets, sur certaines opérations, comment est-ce qu'on a pu exploiter ces différents résultats. Mais oui, effectivement, ça nous a conduit à un peu faire pivoter la logique de l'outil. Donc, comme je vous le disais, hein, initialement, on était plutôt sur un outil qui était orienté vers des sorties d'informations. On rend compte d'un résultat d'évaluation des impacts d'un chantier particulier, de la gestion des déchets, de la consommation d'eau ou autre. Et finalement, on a réorienté l'outil pour qu'il puisse faire de la collecte d'informations. Donc, à la fois que pour les chantiers qui sont à lancer, qui sont en cours, pour lesquels les consommations finales ne sont pas connues, ils permettent de faire l'évaluation. C'était vraiment l'ambition initiale. Et pour des chantiers qui sont terminés, on demande en fait finalement à l'outil d'être capable de capter un certain nombre d'informations que vous seriez prêt en fait à nous donner et qui permettrait à terme de poursuivre le travail statistique qui a été commencé, sachant que sur certains paramètres, le travail statistique a déjà bien avancé, on a pu avoir des valeurs par défaut, on a pu exprimer un certain nombre de paramètres dans des méthodes de calcul, et pour d'autres, on n'est pas loin de le faire, mais il faudrait pour la robustesse et la représentativité statistique qu'on aille un peu plus loin. Et donc, cette fonctionnalité de collecte de données doit permettre de le faire à terme quand on pourra rouvrir cette base à l'issue d'une phase de test de l'outil qui va durer toute l'année 2026. En résumé, dans l'outil de IC qu'on vous présentera plutôt sur la fin de la présentation, d'ici une demi-heure, on va avoir un premier parcours. On évalue son chantier, un projet qui est à venir ou qui est en cours. Il y a une fonctionnalité de calculette. On va pouvoir avoir une saisie guidée que je vous décrirai après.
un certain nombre de fonctionnalités associées. Et on a un deuxième parcours qui permet plutôt de contribuer avec ces données sur un projet qui est finalisé et qui participe plus à la logique de recherche qui est portée par l'ADEME, avec bien sûr une prise en compte des enjeux RGPD, mais aussi la volonté de bien comprendre le contexte autour de votre opération. Est-ce que quelle surface associée, quel label est-ce que vous visiez, est-ce qu'il y a eu des pratiques innovantes sur le chantier? Et donc, c'est des informations qu'on continue durant l'année 2026 à collecter. Mais pour rentrer donc dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse un point sur les travaux qui sont liés aux contributeurs chantiers sur le cadre initial prévu par la RE 2020, donc énergie, eau et terre. Et cette fois-ci, c'est donc Cécile de l'Offre, si tout fonctionne de ton côté, qui va pouvoir vous en parler plus en détail. Oui, merci Maryse et bonjour à tous. Du coup, donc Cécile Deloff, je suis chef de projet dans la division environnement au sein du CSTB. Et effectivement, on a travaillé sur les différents modules et je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a méthodologiquement aujourd'hui dans l'outil et où est-ce qu'on veut aller aussi demain par les deux parcours qu'a évoqué Maryse. Donc, si on passe à la slide juste après, donc dans la RE 2020, les 3 postes principaux. Et je mets de côté un peu les composants, mais on a l'énergie, les kilowattheures, les consommations d'énergie associées, l'eau et les terres. L'idée, donc, c'est dans cet outil d'avoir déjà une première étape où l'utilisateur peut quantifier ces 3 postes en volume, je dirais en kilowattheures, en mètres cubes et en tonnes, mais aussi de pouvoir les transposer en émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir suivre l'impact du chantier. On permet dans l'outil méthodologiquement d'avoir 2 niveaux, alors principalement en construction neuve, comme c'était rappelé juste avant. Une approche simplifiée sur laquelle je reviendrai un peu plus en détail pour rappel pour ceux qui ne manipulent pas forcément au quotidien la RE 2020. Et une approche détaillée où l'acteur peut saisir directement ses consommations. Donc ça permet de pouvoir quantifier déjà ces postes-là, les émissions associées, et puis avec un enjeu de pouvoir compléter cette donnée, puisque vous l'avez compris, l'idée maintenant de cet outil, il est très tourné sur la collecte de données pour pouvoir améliorer la connaissance et pouvoir un peu affiner justement à terme ces méthodes de calcul. Donc, je vais commencer par le sujet énergie. Dans l'approche simplifiée de la RE 2020 aujourd'hui sur l'énergie, on a une approche qui est donc simplificatrice. Côté maison individuelle, on considère que la consommation énergétique est nulle. Et puis, côté logement collectif, bureau et enseignement, on a une approche qui permet d'estimer les consommations liées à quelques données je dirais, simple, lié au nombre de mois en été et en hiver. Donc finalement, un peu la durée de chantier, la répartition entre les saisons, la présence ou non de grues. Et puis aussi, on prend en compte le carburant lié au volume de terre excavé. L'idée, donc, c'est que l'utilisateur puisse soit utiliser cette méthode simplifiée si elle s'applique à son usage, ou pouvoir saisir directement les consommations d'électricité, avec la volonté de distinguer un peu les quantités par usage, par poste de consommation. Donc, est-ce que c'est très lié à la base vie ou au chantier? Est-ce que c'est de la consommation pour les équipements ou pour le chauffage des bungalows, de pouvoir saisir le carburant et puis aussi le combustible qu'il peut y avoir, type du gaz, du fioul, selon les équipements qu'il y a sur l'ensemble. Romain l'évoquait tout à l'heure, il y a une grosse difficulté donc d'avoir eu de la donnée. Pour autant, je remercie Bouygues qui a fait le travail et l'effort d'aller essayer de collecter sur ces chantiers des éléments. On a pu avoir 34 projets
très orienté immeuble de logement collectif, vous le voyez tout en haut à droite, et quelques bureaux. Donc on voit aussi qu'on a un échantillon qui est très résidentiel à ce stade, et ça sera aussi un des enjeux de la collecte. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails de cette analyse, puisque l'échantillon était un peu limité pour en faire des statistiques et en déployer une méthode associée. Mais on voit quand même sur ce premier échantillon qu'on a des tendances. Déjà, on observe que la base vie, alors ça s'affiche pas bien là sur l'écran, je m'en excuse, mais on a à peu près 50% de l'impact du chantier qui peut être associé à la base vie, hein, sur l'énergie principalement. Et donc, c'est un poste qui n'est pas anodin et sur lequel on pourrait essayer d'affiner un peu l'approche, la méthode de calcul sur les impacts du chantier. Et puis, on a la question de la surface, de la durée du chantier et notamment le nombre de mois de gros œuvres et de grues qui sont associés. Donc, on s'aperçoit quand même que les paramètres pris en compte dans la méthode simplifiée de la RE 2020 ressortent dans cette première analyse. Mais il y a encore un travail, voilà, de collecter d'autres chantiers pour pouvoir recroiser un peu plus et aller au-delà de ces premières tendances qu'on a pu observer sur cet échantillon. Donc concrètement, l'idée ensuite, c'est de pouvoir collecter plus de données détaillées, mais aussi, comme l'évoquait Maryse tout à l'heure, de la donnée complémentaire, pour pouvoir consolider une approche simplifiée qui estime les consommations, déjà en considérant mieux la taille du projet. On sait que la méthode RE 2020 pour les petites surfaces, elle n'est pas forcément très bien adaptée. Prendre en compte le type de construction, éventuellement, si on est sur une construction sèche ou une construction plus traditionnelle. Affiner les corrélations avec la durée de chantier et la présence de grues. Et puis, mieux comprendre la répartition des consommations entre les usages, les postes de consommation et la nature des vecteurs énergétiques qui sont utilisés. Et un dernier point, c'est aussi permettre de valoriser des chantiers qui seraient plus vertueux que d'autres, et donc collecter un peu toutes les mesures qu'il peut y avoir en termes d'économie d'énergie, en termes de consommation d'énergie renouvelable, pour pouvoir essayer d'approcher un peu l'impact que ça a sur le chantier, et à terme, une volonté de le valoriser dans cet outil. Donc ça, c'était l'énergie. Si on passe sur le contributeur suivant, vous allez voir, le découpage est un peu similaire. Côté eau, on a donc une approche simplifiée qui est plutôt fixe en maison individuelle et liée au nombre de mois avec ou sans grue de travaux pour les autres typologies couvertes par la RE 2020. L'idée, là encore une fois, c'est d'essayer d'aller vers de la collecte de données détaillées en précisant les consommations d'eau potable, leur quantité et les usages, et les volumes d'eau usée qui sont produites sur le chantier. Et de pouvoir compléter ça avec ces connaissances de typologie de chantier et de la même manière des mesures qu'il peut y avoir d'économie d'eau, d'utilisation d'eau récupérée, réutilisée, recyclée, pour essayer de tendre vers une approche un peu quantitative de ces mesures et d'avoir une approche simplifiée qui irait un peu plus loin déjà dans l'analyse de consommation des maisons individuelles, de la même manière de prendre en compte les types de construction et d'affiner plus globalement les corrélations avec les durées de chantier, les grues, prendre en compte ces fameux impacts et affiner la connaissance sur la partie consommation eau. Sur la Oui, partie peut-être eau, juste pour ouais. préciser, c'est vrai que dans les différents chantiers que l'on avait pu avoir à analyser, il n'y avait pas forcément un compteur différencié pour la partie chantier et base vie. Et s'il y a une recommandation, c'est finalement si on peut avoir des informations qui proviennent de chantiers qui adoptent ce genre de comportement ou si plus de chantiers peuvent le faire, c'est vrai que ça faciliterait le travail de recherche et d'évolution des méthodes. Mais oui. Ouais, et du coup, effectivement, tu as rebondi sur ce que je voulais évoquer, c'est que vous le voyez là, on n'avait pas vraiment d'échantillons, on collecte l'eau, on suit moins bien l'eau comme l'évoque Maryse, et donc il y a un vrai enjeu de commencer à mieux collecter au-delà des factures en fin de chantier qui sont parfois présentes, mais pas toujours consolidées pour autant.
C'était un peu la même problématique sur les terres. C'est plus compliqué de suivre. Alors, il y a des bordereaux en général de suivi, mais la collecte, consolidation et remontée de cette information et aussi aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas réussi à avoir vraiment de données sur cette première approche qu'on a eue, mais l'idée, c'est que les utilisateurs nous aident à aller un peu plus loin. Côté terre, on est aussi sur une approche très simplificatrice, puisque côté maison individuelle, on est sur une méthode qui est liée à la surface de parcelle. Côté autre usage, logement collectif, bureau et enseignement, seule l'approche détaillée est proposée dans la RE 2020. Où on peut saisir du coup en approche détaillée de la même manière dans notre outil les terres exportées et importées, sachant qu'aujourd'hui on a un type de traitement qui est figé dans le cadre de la RE 2020 et que les terres polluées sont hors périmètre de la RE 2020. L'idée, nous, c'est d'améliorer cette connaissance, donc c'est d'avoir plus de données sur ces terres polluées et de mieux comprendre les filières de valorisation et mieux les prendre en compte pour les valoriser dans le calcul des impacts du chantier. Donc, c'est un peu ces éléments-là qui seront visés et sur lesquels on espère collecter de la donnée. En synthèse, du coup, sur la méthode de ces trois postes énergie, eau et terre, l'idée à terme, aujourd'hui, on a 2 niveaux de calcul, comme on l'évoquait. On a l'approche simplifiée qui est basée sur le réglementaire, qui permet en tout cas d'avoir dans un premier temps un calcul qui est conforme à la méthode RE 2020, mais on l'a vu qui a ses limites. Et puis, l'autre extrême, une approche détaillée pour pouvoir collecter des données et avoir aussi une capacité d'estimer dans l'outil un impact plus précis sur les éléments et les consommations liées à votre chantier. Et l'objectif, c'est le bloc un peu intermédiaire, c'est de pouvoir avoir une approche simplifiée, entre guillemets, affinée, où au fur et à mesure où on va collecter de la donnée grâce à cet outil, pouvoir avoir une approche un peu statistique, se poser les questions des paramètres qui jouent fortement ou non dans les consommations et proposer à terme une méthodologie plus fine, plus précise des consommations, avec encore une fois, je l'ai remis ici, cet enjeu de pouvoir valoriser un chantier qui ferait des efforts sur certaines mesures versus un chantier qui aurait des pratiques plus classiques. Voilà sur la partie méthode. Peut-être qu'à ce stade, certains d'entre vous ont déjà des premières questions. On se propose de prendre un temps de pause maintenant avant de passer aux méthodes qui sont plus liées à la gestion des déchets ou des produits issus du réemploi et des impacts évités ou non qui peuvent y être associés. Est-ce que vous pensez déjà à des premiers éléments? Sinon, ça laisse juste un temps de respiration avant de passer à la suite. Si vous êtes prêts, alors on va passer à la méthode suivante. Donc là, on va plus aborder d'abord les enjeux qui sont propres au réemploi. On regardera ensuite la partie propre aux déchets, mais un premier point peut-être sur le périmètre de ces 2 méthodes, donc qui s'adressent bien uniquement aux opérations de démolition ou des constructions et les opérations de rénovation. C'était sinon pour les opérations de construction neuve avec une démolition préalable, mais à ce moment-là, c'est seulement sur la démolition préalable que l'on va regarder les impacts et que la méthode qui a été développée là va pouvoir s'appliquer. C'était en fait dans le cahier des charges initial du projet de se centrer sur ces impacts-là et de ne pas aller par exemple sur les impacts d'un chantier de construction, des emballages qui peuvent être générés sur cette phase ou la réutilisation, la question des chutes sur le chantier, etc. Ça ne fait pas partie de l'ambition initiale du projet. Donc on reste bien sur ce premier cadre-là. Voilà. Cela étant dit, je vais passer la parole à Léo pour parler des détails de la méthode réemploi. Oui, bonjour à tous. Donc, Léo Benamor, du coup, dans la division économie circulaire du CSTB. Je vais aussi en profiter pour rebondir sur ce que vient de dire Maryse.
dans la méthodologie qu'on propose dans le calcul des impacts environnementaux des produits de réemploi, on ne prend pas en considération la nouvelle vie que le produit aura sur un chantier qui suit. On se focus uniquement sur les impacts environnementaux du réemploi du produit sur le chantier de déconstruction. Alors du coup, excusez-moi, mais il y a pour la slide, mais du coup, pour les calculs des bilans environnementaux, pour prendre en compte le réemploi, on a tout simplement fait la somme des impacts environnementaux d'une opération, donc du projet qui prend en considération du coup tous les produits réemployés pour un projet donné. Donc quand je dis que prend en compte, ça prend en considération notamment l'impact du produit réemployé. Donc cet impact-là, qu'est-ce qu'il prend en considération? Il va prendre en considération le démantèlement de son produit et aussi son transport vers son nouveau chantier. Dans ce cas-là, de façon assez simple, si on est sur une opération de réemploi in situ, donc si on fait du réemploi sur une même opération, par exemple dans une opération de rénovation, la distance de transport sera tout simplement fixée comme égale à 0. Donc si je reprends, le bilan environnemental, du coup, c'est l'impact en fait environnemental du réemploi d'un produit que je viens de vous présenter, auquel on vient soustraire en fait l'impact d'un scénario de référence d'une fin de vie plus traditionnelle du produit réemployé. Donc cette fin de vie plus traditionnelle, on y reviendra un petit peu après, prend en considération la dépose classique d'un produit donné, son transport vers un centre de traitement, son traitement et son enfouissement ou son stockage de fin de vie. Alors, du coup, on a pour cette méthodologie-là, on la propose sur la base en fait d'une note qui a été proposée par un groupe de travail réemploi animé par Ignès, qui précise en fait les bonnes pratiques à réaliser lorsqu'on calcule les impacts environnementaux d'un chantier de déconstruction et qui précise en fait que le scénario de réemploi pratique réalisé doit être comparé en fait à une pratique traditionnelle. Pour définir en fait ce scénario traditionnel, cette fin de vie traditionnelle, nous on s'est beaucoup basé sur les éléments sur des travaux qu'on a pu réaliser sur un export Ignes. Donc on a défini en fait alors un point effectivement important à préciser, les règles de définition de scénario de fin de vie, eux, ils sont définis par matériaux. Du coup, nous, pour travailler en fait sur ça, on s'est basé sur la nomenclature 4 de la base Ignès. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, c'est la nomenclature qui explicite un produit équipement matériau, un produit équipement par matériau. Donc, par exemple, pour les bardages, donc la nomenclature 3 serait bardage, la nomenclature 4, c'est bardage en terre cuite, bardage en fibrociment ou bardage en pierre naturelle. Donc, une fois qu'on a défini en fait où est-ce qu'on allait travailler et sur quel pool de données on allait travailler. Donc, on s'est positionné, comme je vous le disais, sur la nomenclature 4 de la fin de vie Ignès, donc sur la phase de fin de vie de ces produits, donc de ces bardages, pour reprendre mon exemple, en terre cuite, bardage en fibrociment. On a défini des valeurs d'impact médiane par catégorie de produits couplés à son matériau et auquel on est venu réaliser une conversion, en fait, parce que dans la base Ignès, ces produits et ces fins de vie sont définis par unité fonctionnelle. Donc ici, on est venu pour que ça puisse être utilisé dans les méthodes, les transformer en kilos à partir de son unité fonctionnelle. Et donc, on a pu définir un calcul de masse de référence suivant du coup la nomenclature 4, donc celle par matériau, à partir de la masse déclarée dans l'unité fonctionnelle des produits. Alors, ce travail-là qu'on a réalisé, et on n'a pu le réaliser que pour 19 familles de produits. Donc, ces familles de produits, ils ont été définies à partir de 2 éléments. C'est les familles de produits qui sont généralement propices au réemploi, mais c'était aussi les familles de produits pour lesquelles on avait une certaine quantité de disponibilité de données sur la base d'Ignès, parce que c'est des calculs de valeur médiane. Donc, ça n'a pu être réalisé que si on avait un certain nombre de données accessibles. Donc, ces familles de produits-là, je vais vous les présenter très rapidement. Donc, on retrouve les charpentes en bois, 3 familles de bardages, donc celles que j'avais évoquées pour l'exemple, bardage en terre cuite, bardage en fibrociment, bardage en fibre naturelle. Les menuiseries intérieures et extérieures en aluminium, les menuiseries intérieures et extérieures en PVC, les portes en bois, les portes en verre, les portes aluminium, les garde-corps en aluminium,
les volets, et après, on va retrouver 2 familles de plafonds, donc les plafonds suspendus en plaques de plâtre et les plafonds suspendus en laine de roche, les cloisonnements plâtre, excusez-moi, les cloisonnements en plâtre, et les revêtements pour murs et plafonds en bois, et 3 familles de revêtements de sol, donc les revêtements de sol de parquet en bois, les revêtements de sol dur en céramique, et les dalles de moquette. Et la dernière famille de produits qu'on a pris en considération, c'est tout ce qui va être appareil sanitaire, donc WC et toilettes en céramique. Alors, les résultats prennent cette forme une fois qu'on a complété en fait les données dans l'outil. Aujourd'hui, donc, on retrouve la famille de produits, équipements, matériaux qu'on est venu compléter, la quantité qu'on a indiqué compléter, et les impacts environnementaux associés, le bilan environnemental associé lié au réemploi. Cet outil, il a quand même pas mal de pistes d'amélioration. Comme je vous le disais, on n'a pu couvrir que 19 familles de produits. Donc, la première étape, c'est de couvrir plus de catégories de produits, équipements, matériaux, déchets. C'est aussi important de bien mettre en évidence dans l'outil, parce qu'il me semble que ce n'est pas le cas aujourd'hui, qu'on se focus uniquement sur les opérations de déconstruction. En fait, la méthode ne couvre pas l'utilisation d'un produit remployé dans une nouvelle opération, et ça, c'est très important. Également, dans le calcul de l'impact environnemental du produit de réemploi, on n'intègre également pas l'impact que pourrait avoir un potentiel reconditionnement dans ces calculs environnementaux. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas les données d'impact environnementaux de reconditionnement, mais c'est des choses sur lesquelles potentiellement il faudra qu'on intègre dans l'outil. Et également, en dernière étape, proposer de pouvoir rentrer dans l'outil au moment où on fait la complétion de l'outil sur les déclarations de quantité de produits de réemploi, pouvoir à la fois soit déclarer une quantité en kilos, soit déclarer une quantité en unités fonctionnelles, et permettre à l'outil de lui-même faire la conversion en fait entre unité fonctionnelle et kilos. C'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui dans l'outil. Aujourd'hui, on va seulement pouvoir déclarer une quantité d'unités fonctionnelles de réemploi, ce qui n'est pas forcément évident pour certaines, suivant les familles de produits. Enfin, le dernier élément, c'est d'améliorer la représentation des résultats qui aujourd'hui se fait uniquement sous la forme d'un tableau. Mm. Et juste là-dessus, c'est vrai que sur les unités fonctionnelles, ça faisait partie en fait des retours que l'on avait eu lors du bêta-test de l'outil. Est-ce que ce serait possible de proposer d'autres unités, etc. Est-ce que ce serait possible sinon d'avoir un convertisseur? Et en fait, on avait eu aussi par exemple la question sur, je sais plus, le contributeur terre, donc dans le cadre historique de la RE 2020. À chaque fois, comme vous voyez, on est soumis à certaines contraintes. Donc, sur la partie terre, si j'y reviens, c'est que dans la RE 2020, ça s'exprime dans une certaine unité et on était censé rester dans le périmètre de ce qui est proposé par la méthode de la RE 2020 et pas voilà, faire des hypothèses sur des facteurs de conversion. Et de la même façon, avoir une conversion sur certains produits de réemploi, ça pose plein de questions, par exemple sur leur densité, sur leur dimension, etc. Et c'est pour ça que c'est pas si simple de créer un convertisseur d'unité pour des produits de réemploi et encore plus pour toutes les familles. Ça devient plus simple quand on connaît déjà le matériau dans lequel est le produit. Mais on l'a vu tout à l'heure, selon les cas, on peut aller jusqu'à préciser que la porte est en alu ou en bois, mais dans d'autres cas, on reste sur des hypothèses qui sont encore trop larges pour prétendre pouvoir faire une bonne conversion. Donc, c'est des points qui pourront être améliorés. Et après, peut-être que Philippe Léonardon de l'ADEME voudrait y revenir, mais il y a des travaux qui sont prévus, par contre, pour enrichir la connaissance de l'impact du reconditionnement des PEM. Donc, c'est un projet qui est cofinancé par l'ADEME, soutenu par l'ADEME et qui suivra son cours en 2026. Donc, peut-être qu'il voudra en dire un mot tout à l'heure, mais ce serait l'un des moyens de venir finalement faire progresser la méthode de calcul qu'on a commencé à consolider ici. À nouveau, je vous propose, si vous le souhaitez, de pouvoir poser quelques questions sur cette méthode et sinon, on passera à la partie méthode déchets. Je vous en prie, allez-y.
Oui, moi j'ai une question. Alors, si j'ai bien compris, l'intérêt de l'outil dans le cadre des matériaux de réemploi, c'est donc de calculer l'impact sur chantier de déconstruction, l'impact carbone sur chantier de déconstruction des matériaux de réemploi. Donc, si je résume en termes d'ACV, on se place du coup sur la fin de vie du produit, donc plutôt C1 à C4, c'est Oui, ça? tout à fait, ouais. Ok. Et du coup, moi, si je me mets dans l'optique comme vous le dites, de l'impact du matériau de réemploi sur un chantier neuf, en fait, il suffit juste de retranscrire en partie justement cet impact-là qui va se retranscrire sur les phases A1 à A4 sur le chantier de construction neuve, puisque le déplacement du produit de son chantier de déconstruction, on va dire sur le même site, il va y avoir un impact nul, donc le A4 va être égal à 0, s'il n'y a pas de site de reconditionnement, bien sûr, puisque c'est ce que vous disiez. Et également, du coup, dans la phase A2, il faut prendre en compte, ce sera aussi l'impact de la dépose soignée, qui est du coup de la phase de C1, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est effectivement, nous, dans ce qu'on propose, c'est effectivement de calculer les impacts environnementaux au moment de la dépose. Donc, C1, c'est bien le démantèlement. C2, c'est Mhm. bien la phase de transport. Par contre, lorsqu'on calcule l'impact environnemental des produits de réemploi sur un chantier neuf, l'ARE 2020 permet de dire que l'impact environnemental est égal à 0 d'office. Et- Alors oui, mais ça, je suis pas d'accord. Voilà, non, mais effectivement, si vous souhaitez pousser un petit peu plus loin, vous pouvez prendre, en fait, effectivement, ces données de distance de transport et de démantèlement à noter, et c'est quand même quelque chose qu'on pressent comme non nul, c'est qu'il y a l'étape de reconditionnement aura quand même lui-même un impact. C'est Oui, juste qu'aujourd'hui, on n'a pas Métrique associée les, à la mesure. on n'a pas ces données-là, comme le disait Maryse, c'est un projet qui est en cours côté ADEME horizon 2026. Mais c'est des premières données effectivement d'impact environnementaux issus de réemploi. À noter que sur la base IGNES, selon certaines familles de produits, il y a des impacts environnementaux de produits de réemploi qui existent pour les moquettes, pour les planchers techniques. Il y en a peut-être d'autres dont je n'aurais pas connaissance. oui, oui, tout à fait. Non, mais justement, le travail que vous faites, il est essentiel pour l'avenir justement de la filière du réemploi et puis même pour justement aider les acteurs de la construction au niveau du calcul de la RE 2020. Mais c'est juste Mm. que quand je dis que je suis pas d'accord sur le fait que les produits de réemploi ont un Mm. impact nul, c'est surtout que je trouve qu'il y a, je sais pas, moi j'ai essayé de chercher où est-ce que c'est marqué dans le texte réglementaire que il y a cette donnée-là, parce que quand on va sur la documentation de la base IGNES, dans les annexes, et notamment l'annexe J qui concerne les matériaux de réemploi, c'est marqué qu'en fait, l'impact, il est considéré comme nul pour les matériaux de réemploi que sur la phase A1 de ce produit-là. Donc que Ouais. sur la phase extraction des matières premières. Et pas sur les phases A2, A3, ce qui correspond en fait à la phase de transport et de reconditionnement. Donc on retombe un peu sur nos pattes. Mais en fait, la problématique, elle est la suivante, c'est que par exemple, pour certaines typologies de produits, comme par exemple les matériaux biosourcés notamment, en fait, le carbone biogénique, donc qui Mm. donne tout l'intérêt, il est situé sur la phase A1. Et du coup, j'aimerais savoir si vous avez des Mm. solutions là-dessus, ou est-ce que vous avez réussi à trouver l'endroit où c'est marqué comme quoi l'impact est égal à 0, parce que ça m'intéresse vraiment, hein. Alors, je vais Alors là, on ne l'a pas repris dans la présentation, mais on pourrait le laisser dans les livrables de fin de projet. Certains seront téléchargeables sur le site de l'outil, donc ce serait un moyen de bien mettre les choses à disposition. Euh, Là, dans le, l'état, je ne saurais pas où c'est. Euh, Nous, c'était quand même l'un des points de départ, c'était comment est-ce que la RE 2020 apprécie justement le réemploi en considérant que l'impact est égal à 0. Mais si c'est pour retrouver la référence, ça oui, on pourra le faire. Merci En beaucoup. direct, ça va être difficile. Oui, oui, il n'y a pas de souci, mais merci beaucoup en tout cas. Ouais.
s'il n'y a pas d'autres questions ou si vous souhaitez, si vous êtes en train de réfléchir à une question et vous souhaitez la poser juste après, j'y reviendrai. Après, la partie donc, qui concerne plus les enjeux propres à l'intégration, enfin, à la notion de gestion des déchets sur les opérations de rénovation ou de déconstruction. Un premier point, donc, qui est toujours ce que l'on s'est dit tout à l'heure, hein, on considère pas la réintégration, par exemple, d'un produit recyclé dans un bâtiment qui serait en construction. On reste bien sur le même périmètre que ce qui a été exprimé précédemment pour le réemploi. Et donc ici, on va demander un certain nombre de renseignements à l'utilisateur pour pouvoir donc appliquer cette méthode pour la partie déchets. Donc, à savoir quelle quantité de déchets, quel type de collecte a été associé. Est-ce que c'est de la collecte en pied de chantier? Est-ce que c'était un point de collecte ou de massification? Est-ce que c'est allé directement chez un transformateur ou un recycleur? Et quelle distance a été parcourue? Parce que selon les cas, les opérations mécaniques autour du déchet et les distances parcourues vont pouvoir varier. On s'est intéressé pour ça à une liste de déchets qui est en fait issue des catégories de la REP PMCB, donc les inertes, les métaux, le bois, le plastique, le plâtre, les menuiseries vitrées, les déchets dangereux, la laine de verre, la laine de roche, des déchets non dangereux en mélange, et il y a une dernière catégorie qui s'appelle aucune catégorie, mais qui pour le coup correspond plutôt à un besoin dans l'outil qui vous permet de passer à la question suivante plus facilement. Mais je vous montrerai ça juste après. Et donc, sur l'approche, on a donc l'hypothèse suivante, enfin le principe suivant, pardon. Si on se base sur l'analyse de cycle de vie du bâtiment et qu'on s'intéresse à la phase fin de vie, ce qui va correspondre au traitement des déchets, c'est les phases C1, C2, C3 et C4. C1 pour la dépose, donc un démantèlement qui est mécanique ou une dépose qui est manuelle. Ça fait partie des hypothèses qui ont été intégrées au calcul. La phase de transport, donc par camion, c'est l'hypothèse qui est donnée. Le traitement en centre de tri ou d'incinération. Et C4, l'hypothèse de l'enfouissement. Ce qu'on a pu y ajouter finalement, c'est cette notion de recyclage ou d'incinération avec valorisation énergétique, où on propose une estimation des impacts évités. Il y a encore d'autres hypothèses qui ont pu être prises pour poursuivre l'approche d'une méthodologie sur la partie déchets. Elles seront rendues téléchargeables. Donc, comme je le disais, il y aura certaines notes méthodologiques, un manuel d'utilisation de l'outil que vous pourrez retrouver en téléchargement sur le site de l'outil et également parmi les livrables qui seront diffusés par l'Alliance HQE GBC sur son site, et qui pourront rappeler le détail de ces hypothèses. Je ne vais pas vous noyer sous ces notions-là parce que ça ferait beaucoup pour aujourd'hui, mais l'idée générale, c'est qu'on s'est appuyé sur la norme NFEN 15804 et son complément national français, donc A2, en gardant à l'esprit qu'on est sur une proposition d'approche simplifiée et que les impacts qui sont liés au module D ne doivent pas être additionnés aux autres impacts. Donc, chaque hypothèse pourra être retrouvée dans un fichier de calcul qu'on vous mettra à disposition. Et autre notion importante quand même, c'est que on s'est intéressé au transport depuis le chantier jusqu'au premier point de dépôt. Ce qui fait qu'en général, les transports qui s'effectuent depuis le centre de tri ou de massification jusqu'au centre d'enfouissement, d'incinération, de recyclage, enfin, voilà, l'étape finale de traitement du déchet ne sont pas modélisés. En fait, on n'a pas pu les obtenir à travers les renseignements que l'on avait. Pourquoi? Parce que aussi bien à travers les données que Bouygues a pu nous transmettre, donc issus de chantiers, enfin de données d'opérations de rénovation ou de démolition, ou de données complémentaires qui ont pu nous être partagées par des membres de la filière, par exemple sur des opérations de curage ou autres.
Du point de vue du chantier, le déchet, il est déposé jusqu'à un premier point et finalement, l'information de ce qui l'advient du déchet ensuite, elle est moins maîtrisée. Ça va être une remontée d'informations qui se fait par le centre de tri, par exemple, mais qui va correspondre à un bilan environnemental que va livrer le centre de tri, en fait, qui est sur toutes les filières et pas uniquement sur le chantier spécifique. Donc, c'est un peu compliqué d'établir des hypothèses trop précises autour de ça. On a une certaine attente sur les publications que pourraient faire les éco-organismes de la REP PMCB concernant les distances parcourues en moyenne par leurs déchets de façon nationale ou régionalisée et sur les taux de valorisation, donc actualisés maintenant que la REP PMCB est en place. Donc ça, c'est des points limites qui pourront être améliorés dans une deuxième version de la méthode que l'on propose. Ensuite, je vous invite à consulter la note méthodologique qu'on mettra à votre disposition pour ce qui est des hypothèses sur le carbone biogénique, les effets de carbonatation pour les liants hydrauliques ou les détails de calcul pour les impacts évités. Je pense que ça sera vraiment enrichissant pour nous si des personnes peuvent y prêter une certaine attention tout en regardant la cohérence des résultats que sort notre outil de calcul, parce que c'est ça qui permettra vraiment de challenger les hypothèses et de les mener plus loin. Donc là-dessus, finalement, je rentre un peu dans le détail, mais sur les pistes d'amélioration de l'outil, enfin, je les anticipe un peu. On souhaite vraiment que vous puissiez challenger les hypothèses que l'on a prises, la cohérence des résultats. On a eu déjà certaines propositions qui nous ont été faites pendant la phase de bêta test de l'outil, ce qui nous a amené à revoir certaines hypothèses, par exemple sur le stockage des déchets en C4, voilà des hypothèses liées à l'enfouissement. Et comme je le disais, sur la partie taux de valorisation et distance, là aussi, on est vraiment preneur de plus d'informations. Donc, finalement, sur la conclusion globale au niveau des méthodes de calcul, en résumé, sur la partie construction, on est resté sur le cadre de la RE 2020, énergie eau-terre, avec un module de calcul qui vous permet d'appliquer soit la méthode simplifiée, soit la méthode détaillée, mais qui vous permet aussi de rajouter un certain nombre de renseignements, de nous donner un certain nombre d'informations complémentaires, voilà, dans le but d'enrichir à terme les méthodes de calcul. Il y a une nouvelle méthode, par contre, pour la partie rénovation des constructions, avec un module d'évaluation des impacts liés à la gestion des PEMD, qui a besoin d'être amélioré, challengé. Voilà, on attend des retours d'expérience sur ce volet-là. Avant que je passe à la démonstration de l'outil, est-ce que vous aviez quelques questions complémentaires? Ok, alors je vais passer tout de suite à la présentation de l'outil. Ce qui vous permettra aussi de réagir peut-être sur certaines questions voilà, qui sont posées dans les parcours de l'outil. Donc, l'outil préambule, d'abord, il sera disponible pendant l'année 2026 en utilisation libre. Donc, vous aurez le lien et vous pourrez l'utiliser voilà, sur toute l'année 2026. Il est ouvert aux professionnels du chantier, que ce soit en déconstruction, rénovation, déconstruction, avec une fonctionnalité qui permet d'évaluer les impacts de son propre chantier, ou bien de les évaluer sur un chantier qui est finalisé, et donc de nous partager un certain nombre d'informations sur finalement quel était le contexte de cette opération, les résultats d'impact qui ont été associés, qui permettent de challenger les hypothèses sur les méthodes de calcul, d'identifier à terme des valeurs des références, des bonnes pratiques aussi que vous auriez et qu'on pourrait voilà, participer à diffuser. L'idée, c'est que toutes les informations qui ont été intégrées dans l'outil, il faut pouvoir les exploiter ensuite. Donc, on a la volonté, à partir de 2027, de poursuivre les travaux. Et pour ça, vous pouvez nous contacter si cela vous intéresse. Si vous souhaitez être partenaire de ce travail, vous pouvez
contacter donc le CSTB ou sinon l'Alliance HQE également. Alors, je vais essayer de vous partager rapidement mon écran. Juste quelques infos de plus. Un premier parcours dans l'outil, je le rappelle parce que c'était au début de la présentation. Le premier parcours donc, qui permet d'évaluer son chantier, il s'adapte aux opérations de construction, de rénovation des constructions et des constructions. C'est juste que les modules qui sont analysés pour chacune de ces opérations peuvent un peu changer. Donc, en construction, j'évalue énergie eau terre. En rénovation des constructions, j'évalue les PEMD. Pour les opérations de déconstruction, de construction avec démolition préalable, je peux tout analyser, même si sur la partie PEMD, encore une fois, je n'analyse que ce qui est relatif à la déconstruction. Et donc, un deuxième parcours qui permet de contribuer avec les données du chantier. Juste sur les données que l'on collecte, c'est plutôt des informations qui sont en lien avec la typologie de travaux, de bâtiments, la surface, les certifications, les labels visés, éventuellement votre rôle dans le projet et puis après des données de consommation. Donc, je vais partager mon écran sur l'outil. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, ça fonctionne. OK. Alors ici, c'est la page de connexion, juste pour vous la montrer rapidement. Donc là, voilà, je me connecte. Et vous arrivez donc sur votre compte avec la liste des projets que vous avez créés. Vous avez donc la date de création, de dernière modification, les actions qui peuvent être menées sur ces différents projets. Donc, par exemple, ici, je peux faire une modification, ce qui va m'amener sur la page de mon projet. Je peux le dupliquer si je souhaite. Donc, ici, quand je le duplique, donc là, c'est ma copie, ce qui me permet potentiellement de venir refaire des modifications, mais sur une trame voilà, qui m'évite de ressaisir tout un tas d'informations. Et sinon, je peux aussi supprimer un projet qui ne servira à rien, qui encombrerait ma liste ou autre. Je peux aussi cliquer ici sur un bouton qui me permet d'analyser les résultats, afin d'accéder directement à la page où mes résultats étaient affichés. Et sinon, j'ai une autre fonctionnalité qui me permet de télécharger mes résultats, donc au format Excel, ce qui donne un certain détail en fait sur les données d'impact associées à des étapes de façon, on va dire, plus fouillée que la page de résultats qui est plus voilà, visuelle. Alors, maintenant que c'est dit, oui, si je veux créer un nouveau projet, ça se passe ici. Aujourd'hui, vous avez 2 onglets, mais bientôt il y en aura 3. Donc, la page projet, la page à propos qui explique comment est né ce projet. Et puis, bientôt, il y aura une page ressources où vous pourrez donc télécharger un certain nombre d'informations. Le but était que, par exemple, cette réunion publique où les livrables qui en sont issus fassent partie des documents téléchargeables. Et c'est pour ça que cette page, elle n'existe pas aujourd'hui. Mais ce sera le cas quand vous l'aurez en 2026. Donc, je vous donne un exemple ici sur un premier cas test. Donc, par exemple, ici en construction neuve, j'ai un certain nombre de champs que je peux sélectionner. Donc, la construction neuve d'un bâtiment d'enseignement, je suis maîtrise d'ouvrage, mon projet n'a pas débuté, donc je souhaite juste évaluer l'impact de mon chantier. Et je remplis un certain nombre d'informations sur le code postal et la surface de référence. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir décider des postes que je souhaite évaluer. Donc, est-ce que j'ai envie de travailler sur la consommation d'énergie, la consommation, la gestion des terres? Donc, par exemple, ici, vous l'ouvrirez comme ça. Et ensuite, vous avez le choix entre une saisie détaillée ou une méthode en calcul simplifié. Donc, ici, par exemple, sur la saisie détaillée, là, je vais faire un exemple où c'est à 0 pour le carburant et la combustion pour aller vite. Mais donc ici, imaginons que pour l'énergie, j'ai un compteur séparé et je sais différencier
pour ma base vie et pour mon chantier. Par contre, au sein de ma base vie, je ne sais pas forcément différencier les différents usages, donc je dis autres ou non différenciés, et là, je rentre, par exemple, une certaine quantité de kilowattheures. Donc, de cette façon, vous pouvez remplir voilà, vos estimations de consommation. Pour l'eau d'assainissement, la consommation d'eau potable, le traitement des terres, que ce soit des terres qui sont traitées depuis l'opération ou des terres importées. Et ensuite, je peux lancer le calcul. Donc, à partir de là, j'ai accès à l'impact ramené en mètres carrés, un impact brut en kilo CO2 équivalent, donc avec le partage entre mes différents contributeurs. Puis j'ai quelques renseignements supplémentaires pour l'énergie. Là, dans l'exemple que je vous ai montré, j'avais juste une consommation d'électricité, donc je n'ai pas la différence avec le carburant et les combustibles, mais c'est possible. Et puis, la consommation d'électricité, comment est-ce qu'elle se répartit entre la base vie, le chantier. Pour l'eau, comment est-ce que ça se répartit entre de l'assainissement collectif, individuel ou de l'eau potable, et ce qui se passe pour le transport. Imaginons maintenant que, donc, comme je vous le disais, vous pouvez exporter les données Excel, juste avant que j'oublie, ou dans un autre format. Mais imaginons maintenant que je termine ce chantier. Je peux changer le statut de l'opération en disant qu'elle est finalisée. Je souhaite évaluer l'impact de mon chantier. Donc ici, c'est pour avoir votre accord pour qu'on puisse collecter, nous, l'information. Et vous passez au parcours suivant. Là, l'interface a un peu changé, comme vous pouvez le voir. Mais il y a un certain nombre d'informations que vous aviez pu remplir dans votre premier parcours et qui sont conservées. L'idée, c'est de vous éviter de renseigner à nouveau un certain nombre d'informations et que vous puissiez juste les corriger si jamais voilà, les volumes ont un peu changé. Mais voilà, on sait toujours que c'est une opération de construction neuve, un bâtiment d'enseignement. Là, vous pouvez préciser donc le type de construction. Imaginons construction lourde, le nombre de bâtiments concernés par les travaux, le nombre d'étages, les dates de début, fin de chantier, le nombre de grues. Là, si j'affiche mon nombre de grues, ben, finalement, je peux dire aussi sur quelle période est-ce qu'elles ont été utilisées. Et ce qui va nous intéresser, nous, en collecte de données, c'est aussi les informations supplémentaires que vous pouvez apporter. Si je regarde ici sur la partie énergie, est-ce qu'il y a eu des incidents qui ont augmenté la consommation d'électricité et qui peuvent expliquer peut-être un pic à une certaine période de consommation? Est-ce que vous avez utilisé de l'électricité issue de l'énergie renouvelable et est-ce que vous savez combien? Donc, il y a un certain nombre d'informations comme ça, complémentaires, que je vous invite à venir regarder. Ce sera la même chose finalement sur le contributeur eau. Est-ce que vous avez mis en place des mesures d'économie d'énergie? Lesquelles? Est-ce que vous avez utilisé de l'eau récupérée, réutilisée et dans quel volume? C'est des pratiques qui sont émergentes, qui ne s'appliquent pas sur tous les chantiers, donc c'est difficile pour nous de l'intégrer d'ores et déjà à une méthode de calcul affinée, parce que finalement, il faudrait pour ça qu'on ait une idée plus précise des pratiques qui se font sur le terrain. Et le but, donc, c'est de pouvoir recueillir ces informations via ces champs. Pour la Terre, c'est la même chose, sachant que des informations, par exemple, sur un traitement des terres, avec valorisation des terres ou une dépollution des terres et les impacts associés, si vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas, avec qui vous les avez fait, c'est des informations qui peuvent nous permettre à terme de savoir où chercher et de chercher plus efficacement, plus vite au bon endroit. Donc, c'est des informations voilà, qui là n'apparaissent pas encore en champ de questions, mais qui seront actualisées voilà, de la même façon quand on fera apparaître la page ressources, ces questions complémentaires seront affichées. Et donc, une fois que vous lancez le calcul, ça nous permet de récupérer l'opération et vous d'avoir un graphique actualisé sur les différents champs que les différentes questions que vous vous étiez posées. Je vous montre juste rapidement ce que ça donne pour la partie déchets. Donc ici, un exemple où je suis sur une opération de démolition d'un bureau, je suis maîtrise d'ouvrage. Je fais tout de suite partie de l'hypothèse que c'était un projet qui était terminé. Est-ce que c'est le bon projet? Hop. Je vérifie, je pense que c'était plutôt celui-là que je voulais vous montrer en test.
Donc, je remplis ici globalement les mêmes informations, juste sur le périmètre des travaux peut nous intéresser plus particulièrement encore, parce que pour certaines opérations, peut-être que vous vous occupez juste du curage, peut-être que vous intervenez aussi sur le gros œuvre, et ça peut aussi nous aider à affiner la compréhension du chantier. Et donc là, vous pouvez sélectionner les différents flux de déchets qui sont générés sur l'opération, la quantité de flux associés, est-ce que c'était en démolition ou de la déconstruction sélective? Donc, est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose de... Enfin, finalement, une déconstruction, ce qui est assez grossière ou non. Vous pouvez choisir le type de traitement et à ce moment-là, adapter la quantité de flux. Juste pour vous donner une indication supplémentaire, on vous a parlé de la définition de certaines valeurs par défaut. Quand vous regardez l'outil, ça ne vous semble pas forcément évident, donc je le précise. Ici, le point de collecte ou le point de massification, si vous ne connaissez pas la distance qui a été parcourue de façon effective, nous, on peut faire appel à une valeur par défaut, qui est différente entre l'Île-de-France et en dehors de l'Île-de-France. C'était les typologies d'opérations sur lesquelles on avait pu affiner des notions de distance moyenne parcourue de façon un peu plus consolidée. Mais donc ici, on vous rappelle quelles sont ces distances et si vous ne remplissez pas l'info, donc on fera appel à ces valeurs par défaut. Voilà globalement pour la partie sur les déchets. Et donc sur la partie produits, équipements, matériaux, on retrouve la liste des produits de réemploi, la possibilité de regarder du réemploi in situ ou ex situ, et donc la possibilité, dans le cas du réemploi ex situ, de proposer une distance parcourue vers le lieu de dépose ou de reconditionnement. Là, pour le coup, nous, on n'a pas de notion approximative des distances habituellement parcourues, donc là-dessus, il n'y a pas de valeur par défaut. Et donc, je précise bien que les unités fonctionnelles sont précisées ici, au sein de la liste, ou rappelées juste à gauche quand vous choisissez un type de PEM. Et donc après, vous pouvez lancer le calcul. Quelquefois, il peut y avoir un peu de retard à l'affichage, donc il suffit juste de réactualiser la page et ça s'affiche. Là, moi, j'ai de la chance, ça s'est affiché du premier coup. Donc, comme je vous le disais, là, vous pouvez observer donc, certains impacts. C'est une méthode de calcul donc, qui vous permet d'exporter les données en Excel. Vous pouvez avoir accès à certaines précisions sur les hypothèses et on rendra disponible le détail des méthodes de calcul et des données d'impact qui sont appelées pour les réaliser. Mais si vous avez déjà un avis sur la cohérence globale de ce qui est affiché, à quel point ça vous paraît plus ou moins réaliste, c'est des éléments qui peuvent nous intéresser si voilà, vous pouvez étayer ce genre de retour. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait aider à faire progresser la méthode. Et si vous avez aussi des sources de données pour consolider certaines métriques, ça peut être très précieux. Voilà. Si jamais vous perdez votre mot de passe, pardon, je me déconnecte pour vous montrer. Si jamais vous perdez votre mot de passe, vous pouvez le retrouver. Il y a toutes les informations qui sont relatives au traitement des données personnelles et des conditions générales d'utilisation, donc de façon assez classique, mais au sein desquelles vous pouvez éventuellement aussi retrouver des informations sur finalement comment recontacter l'Alliance HQE en cas de questions. Donc, c'est dans les conditions générales d'utilisation. Vous avez un mail ici qui vous adresse au secrétariat de l'Alliance HQE et qui vous permet donc de nous adresser une question dans le courant de l'année 2026 et on pourra donc faire la somme de toutes ces questions, de toutes ces remarques pour les traiter à l'issue de cette phase de test. Voilà. Alors, je ne pouvais pas regarder tous les écrans en même temps, mais je pense que j'ai vu un peu Il y a des choses dans questions le pour chat. toi, ouais. Il y a des Ouais, questions ok. pour toi. Peut-être la première auquel tu répondre, c'est est-ce que ça demande beaucoup, est-ce que pour la méthode simplifiée, ça demande beaucoup d'intrants de données?
dans l'outil et peut-on importer les résultats sur nos éditeurs de calcul ACV? Donc ça, Ok, non, la méthode simplifiée, en fait, elle est... je ne l'ai pas montrée là. Je me connecte juste à l'outil pour vous montrer. Je vais faire le test ici en construction neuve. La méthode simplifiée, elle est vraiment très light. Nous, on essaye quand même de vous poser quelques questions supplémentaires, mais finalement, si je passe en calcul simplifié, je renseigne le nombre de mois d'été avec ou sans grue, le volume de terre excavé en mètres cubes sur le chantier, et ça s'arrête là pour l'énergie. Pour l'eau, c'est le nombre de mois avec ou sans grue. Et pour les terres, la saisie simplifiée, elle est disponible uniquement pour les maisons individuelles, parce que c'est comme ça que la réglementation est faite. Mais donc, comme vous le voyez, le volume d'informations à remplir, pour le coup, il est très léger. Voilà, le but à travers la collecte d'informations sur des opérations qui ont eu un bon suivi et qui sont terminées, c'est de pouvoir collecter un niveau d'information qui est un peu intermédiaire, parce que il y a quand même un grand écart entre le nombre de mois avec ou sans grue et toutes les informations très fouillées qu'on vous posait dans le parcours 2 que je vous montrais tout à l'heure avec alors la consommation d'énergie renouvelable, les précautions que vous avez prises, etc. Il y a un intermédiaire à trouver. Et est-ce qu'on peut importer les résultats sur des éditeurs de calcul d'ACV? Là-dessus, ce que je peux en dire, ça, ce sera une réponse peut-être un peu en demi-teinte, mais c'est que nous, on permet l'export des résultats en données Excel. Est-ce que à partir de là, c'est des informations qui sont alors plus faciles pour vous à intégrer dans un outil d'ACV? Peut-être, mais si un de mes collègues a une réponse complémentaire, ça m'arrange. Je suis pas sûre que ce soit... En tout cas, on l'a pas dimensionné pour que ça réponde à ce besoin. Voilà. Pour te compléter, en effet, c'était pas prévu, en tout cas dans l'outil Maryse. Ouais. Mm. Il y avait une autre question. Je vais prendre la dernière qui a été posée parce qu'on peut y répondre aussi. Est-ce qu'il est possible d'intégrer les données de fin de chantier à l'aide d'un tableau de données Excel afin de pouvoir transmettre plusieurs projets sans tout saisir manuellement? Alors, Maryse, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est pas possible non plus. Non, ça fait partie des retours qu'on a eus lors de la phase de bêta-test, donc qui a eu lieu courant septembre. En fait, lors de cette phase de bêta-test, certains testeurs nous ont informé que leurs outils de reporting interne facilitaient le remplissage de l'outil. Maintenant, ça faisait pas partie du cahier des charges initial, donc c'est vrai que si on ne prévoit pas au début, c'est difficile de le compléter à la fin, entre le mois de septembre et la fin du projet au mois de novembre. Donc c'est pas quelque chose qui est facile. Maintenant, le fait d'avoir un outil de reporting interne, ça facilite. Le fait de sortir les informations de l'outil E2C pour compléter le reporting interne, ça c'est plus compliqué. Si vous n'avez pas d'outil de reporting interne, alors la complétion des données dans l'outil E2IC peut être plus longue, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement le fait que vous puissiez contribuer à l'avancée de certains projets de recherche sur l'affinement des méthodes de calcul, l'affinage, pardon, notamment si vous êtes sur un projet qui a adopté pas mal de pratiques vertueuses. Alors, il y avait une question sur pourquoi est-ce que rappeler les raisons pour lesquelles la gestion des déchets de construction n'a pas été intégrée. C'était dans le dépôt initial du projet. Ça faisait partie de la commande en fait du projet de recherche au départ. Donc, c'était compliqué pour nous de changer complètement notre projet de recherche là-dessus. Disons que sur la gestion des déchets de construction, c'est quand même assez différent de ce qu'on va voir en déconstruction ou en rénovation. Il peut y avoir la question des chutes de chantier beaucoup plus. Il peut y avoir des notions autour des emballages qui sont plus présentes. Donc, la façon de regarder les choses ne nous permettait pas, en tout cas, de faire une collecte d'informations et des méthodes de calcul qui s'adressent à tout type de projet. La commande initiale, donc, c'était bien rénovation des constructions. On est resté sur ce cadre-là
parce que sinon, on aurait eu plus de mal à rattraper, à adapter notre collecte d'informations et les méthodologies aux pratiques de la construction. Et pardon, Marie, si je peux me permettre un complément, c'est aussi que en construction neuve, enfin, les déclarations environnementales sur les produits de construction d'équipement intègrent l'ensemble du cycle de vie, hein, y compris la partie déchets, hein. Donc, on ne peut pas comptabiliser deux fois les choses, hein. Alors, évidemment, dans les déclarations environnementales, c'est entre guillemets conventionnel, enfin, mais c'est déjà comptabilisé, hein. Et le deuxième point de cette question était dans quelle mesure la calculette peut être utilisée pour calculer l'impact de travaux sur les espaces publics. Pour le coup, c'est pas prévu, c'est vraiment les chantiers qui concernent des bâtiments qui sont analysés dans le cadre du projet. Il y a une main levée aussi, Mélodie Jeanly. Merci de me donner la parole. J'ai posé une question, mais je veux juste pouvoir compléter. En fait, je suis Mélodie Jeanly, je fais partie de Ecopolis, donc on fait partie du comité de suivi. Et en fait, nous, c'est un petit peu particulier parce qu'on a un centre de ressources, donc on suit énormément de projets, donc de la donnée, on en a, et on en a beaucoup sur de nombreux projets. Et c'est vrai que le fait de pouvoir exporter de manière un peu en masse des données sur les projets, ça serait vraiment un plus pour nous parce qu'on est un centre de ressources sur l'Île-de-France, mais on a des homologues dans chacune des régions. Et je pense qu'à nous tous, on a, voilà, là, en tout cas, la capacité de vous fournir énormément de données qui pourraient avoir pouvoir vous permettre de consolider vos statistiques. Voilà, je sais que c'est pas prévu dans le cahier des charges, mais si c'est quelque chose que vous pouvez voilà, essayer, on pourra en rediscuter. Mais nous, notre idée, c'est qu'on est aussi en train de mettre un peu à jour notre outil de récolte de données. Donc, si on peut intégrer certains de vos indicateurs, en fait, nous, derrière, on pourra vraiment sortir les bonnes données et les récolter et vous les fournir de manière plus complète. Donc, voilà. N'hésitez pas Oui, à ce merci. Effectivement, c'était peut-être un point qui manquait pendant le test HQE Performance. Donc, on avait adressé un appel assez général à des projets et notamment des projets qui avaient été présélectionnés par certains de vos collègues côté Ecopolis. Et peut-être que ce qui manquait, c'était justement cette interopérabilité entre l'outil de collecte de données que vous avez déjà et l'outil E2IC et le fait de ne pas pouvoir faire le pont entre les deux. Donc oui, ça vaut le coup qu'on En fait, en on parle. a des équipes et je me vois pas leur demander de saisir à chacun. Enfin, en fait, on a, voilà, c'est assez, ça peut être, c'est pas que ça peut être lourd, mais si on veut que la donnée, elle arrive jusqu'à chez vous, je pense que le meilleur moyen, c'est que cette communication entre nos outils et les vôtres soit faite, parce que je pense pas que si on demande systématiquement aux équipes de le faire, qu'ils le feront en fait, et qu'ils le feront correctement. Donc voilà, j'ai peur que ça soit un peu, voilà, Oui, mais parce que là, il y a beaucoup de projets, il y a une base de données et finalement, exporter cette base de données, ce serait complexe. Je pense que quand ça reste des projets un seul projet ou deux projets, ça reste assez pratique. Enfin, en tout cas, l'outil est assez intuitif et ça fait partie aussi des retours positifs qu'on avait eus sur la phase de bêta-test. Après, la recommandation, ça peut être, voilà, n'oubliez pas que c'est un outil de recherche et que c'est pas un outil commercial. Donc, c'est vrai que dans la façon dont il est renseigné, il répond pas à toutes les fonctionnalités dont on a besoin de façon pratique et opérationnelle parce que, voilà, ça reste un outil de recherche dont le but est plus de faire progresser les méthodes, de proposer des visualisations qui vous permettent plus facilement de réaliser les impacts que l'on propose et vous faire réagir dessus. Voilà, plutôt Non, que... il n'y a pas voilà. d'urgence, mais on pourra échanger aussi parce que Oui, nous, on va ça essayer oui. d'intégrer des données aussi dans notre outil, de manière à ce que voilà, on puisse avancer l'un et l'autre ensemble pour faciliter cette, à Ouais. moyen terme, on va dire, cette bascule, parce que la donnée, on l'a et c'est plus comment on vous la transmet, en fait, et voilà, pour vous aider aussi à nourrir le projet et les données qu'on arrive à, voilà, les donner par défaut, les consolider. Et, voilà. Ouais, avec plaisir. J'arrête là. Merci. Juste pour redire, enfin, c'est pas forcément la fin des questions, hein, si vous en avez encore, je les écoute. C'est juste que en passant sur la démonstration de l'outil,
j'ai pu passer sur certains points qui sont des pistes d'évolution de l'outil. Là, c'est ce qu'on se disait. Finalement, renforcer l'ergonomie et l'interopérabilité avec des outils de reporting, c'est bien des retours qui nous ont été faits. Et on pense qu'il y a matière à les adapter. Pour vous donner des exemples concrets qui nous ont été partagés, c'est par exemple, est-ce qu'il y a une interopérabilité avec Track Déchets? C'est vrai que Track Déchets, c'est un outil qui est réglementaire. Là, on n'était pas vraiment sur le même niveau d'exigence et ça aurait été un peu complexe de tout regarder à ce point, mais c'est voilà, une idée d'évolution qui pourrait exister pour suivre ces déchets dangereux ou certains déchets qui sont renseignés dans Track Déchets même s'ils sont non dangereux. Ça peut être aussi de s'adapter aux outils de reporting interne, mais il y a plein d'outils de reporting interne différents. Et donc, d'assurer l'interopérabilité avec ce genre d'outils, c'est vraiment qui peuvent avoir des fonctionnements très particuliers, très différents, une façon de remplir les informations qui est assez variée. En fait, c'est pas si évident sur un projet de recherche. Donc, voilà, soyez indulgents. Mais ensuite, on pourrait aussi ajouter certains graphiques d'analyse des résultats. Donc, normalement, dans l'export Excel, vous avez un certain nombre d'informations supplémentaires, mais c'est vrai que si on veut regarder, je sais pas, l'impact de l'eau plutôt par type d'usage, type de consommation particulière. Est-ce que c'était l'eau potable pour tel usage ou tel autre? Bon, ça ne va pas forcément ressortir là à date. Et je reviens sur une demande aussi qui avait été exprimée l'année dernière, donc fin 2024, lors d'un comité de suivi. C'était l'idée de disposer d'un tableau de bord des résultats qui permettent la comparaison entre les projets. Donc là, vous avez vu, mes projets sont listés vraiment les uns à la suite des autres, mais je ne les compare pas entre eux. Donc ça, c'était une première demande qui nous avait été faite, de pouvoir comparer les différents projets entre eux. La façon détournée de le faire et de dupliquer éventuellement un projet, puis de télécharger les résultats, par exemple. Par contre, ce qui n'est pas possible à date, c'est de faire de la comparaison entre projets et même entre comptes. Donc, moi, du CSTB, je renseigne un certain nombre d'informations. Gwen, du côté de l'Alliance HQE, remplit un certain nombre d'informations sur ses propres projets. Et finalement, est-ce qu'il existe une page qui permet de vérifier à quel point on est proche ou éloigné de certaines références sur des typologies de projets proches? Ça, c'est pas quelque chose qui existe. Ça pourrait poser des questions de robustesse statistique pour pouvoir représenter certaines informations. Ça pose aussi des questions de confidentialité, voilà, qu'on ne pouvait pas la lever dans le cadre d'un projet de 36 mois. Mais c'est vrai que disposer de ce tableau de bord, on comprend que ça puisse servir au pilotage stratégique, à la remontée d'informations aussi vers les MOA. Donc je le reprécise ici, puisque c'est la réunion de clôture, que tout le monde ait cette information, que c'était un besoin qui avait été remonté, qu'on ne pouvait pas prendre en compte, mais qui existait. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des questions à ce stade? Sinon, juste pour vous préciser, nous, notre besoin concernant cet outil pour l'année qui vient. Alors, je vais revenir à la slide 41, maintenant que je vous ai présenté tout ça. Donc, l'outil sera en utilisation libre toute l'année 2026. Le but, c'est de vous laisser le manipuler, le tester et nous permettre donc de collecter un certain nombre d'informations via le deuxième parcours. Vous pourrez retrouver un certain nombre d'informations en téléchargement sur le site directement. Si vous vous interrogez sur la méthode qu'on applique, les hypothèses que l'on utilise et qu'elles vous paraissent un peu étranges, voilà, n'hésitez pas à adresser un message pour partager vos remarques et ça va permettre donc de s'interroger sur un certain nombre d'hypothèses. Bon, les hypothèses sur la partie eau, énergie, terre, les hypothèses sont établies de façon réglementaire, mais par contre, venir les challenger, c'est aussi important. Et pouvoir partager des données sur vos chantiers finalisés avec un certain nombre d'informations supplémentaires. C'est vrai que ça peut nous permettre de recueillir
ces données, de les analyser d'un point de vue statistique, d'établir des valeurs de référence, mais ça peut aussi nous permettre à terme de diffuser certaines bonnes pratiques parce qu'on connaît l'impact associé, on peut déterminer finalement voilà, plus de recommandations. Là, on arrive sur la fin du projet, mais la volonté, c'est que, mis à part donc, cette phase d'utilisation libre en 2026, on puisse refaire le point en 2027 sur les différentes informations qui figurent dans l'outil. Et pour ça, donc, on fait appel à de potentiels partenaires avec l'Alliance HQE. Je vais donner maintenant la parole à l'ADEME pour un mot de conclusion. Et puis, si après vous avez encore quelques remarques, on pourra les écouter. Mais voilà, Philippe, Ouais. je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous, évidemment. Je voulais à nouveau remercier tous les participants et acteurs qui ont contribué à l'élaboration, à la conception et à la réalisation de l'outil. J'espère qu'évidemment, il sera utile et qu'il répondra aux attentes. Je pense que comme vous l'avez compris, on est sur un outil d'évaluation et pas un outil d'aide à la décision ou un outil d'aide à la conception des chantiers. On n'est pas capable actuellement, puisque pour que ça soit un outil d'aide à la décision, il faut disposer comme on en a parlé plusieurs fois, de valeurs cibles, de valeurs de référence, d'indicateurs d'impact, etc. Ça n'est pour l'instant pas possible au vu du nombre d'opérations qui ont été analysées. En gros, c'était 16, du nombre d'opérations et de la diversité des opérations. Donc pour l'instant, on n'est pas en capacité de fournir des valeurs cibles de référence qui vous permettraient de vous positionner et de se dire, ben, tiens, comment je fais pour atteindre cette valeur ou pas. Ça n'est pas possible. Alors j'ai bien entendu qu'effectivement, il y avait déjà plein de données apparemment chez différents acteurs, et notamment chez Ecopolis, et que peut-être, voilà, je pense que l'année 2026 sera peut-être l'occasion d'examiner ça, d'avoir des échanges pour pouvoir alimenter l'outil. Alors, je ne sais pas de quelle manière. Mais donc voilà, pour l'instant, on ne peut pas aller jusque-là. Et en tout cas, plus on aura d'utilisateurs de l'outil, et plus on sera en capacité de fournir ces valeurs cibles des références. Et quelque part, je conclurai en disant, ben, aidez-nous à vous aider. Clairement, plus on sera de fous, entre guillemets, à contribuer à utiliser l'outil, et plus ensuite on pourra arriver à faire des choses intéressantes et à vous aider justement en amont, et plutôt sur des questions d'aide à la conception et d'aide à la décision sur la façon de mener le chantier et de faire des choix de solutions à moindre impact. Et donc, ben, je remercie par avance à ce moment-là les futurs contributeurs et utilisateurs de l'outil sur l'année 2026 qui nous permettront de nous améliorer. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, juste, je remets ici nos contacts avec Gwen, Mona aussi, qui a contribué largement au projet et qui avait juste une extinction de voix aujourd'hui. Si vous voulez nous recontacter, vous pouvez utiliser ces contacts-là en première intention. Et puis après, sur l'outil, on rappellera le contact du secrétariat de l'Alliance. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous adresser donc à Mathieu Hiblot côté Cèdre ou Romain Bonnet pour que le côté Bouygues et plus construction neuve si vous avez des questions complémentaires. On est disponible pour vous répondre avant la livraison des rapports finaux, voilà, qui contiendront toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Merci à tous. Je vais stopper l'enregistrement. Cette réunion sera disponible. Vous allez recevoir un lien si vous souhaitez revisualiser certaines spécificités, certaines parties de celle-ci. Et comme vous le disait Maryse, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à tous pour votre participation.